Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les abeilles, le capitalisme et l'instruction. Ah, ça va être un peu compliqué. Bon, on va démarrer tout de suite avec les abeilles et le capitalisme. Le capitalisme, évidemment, vous allez me dire, la destruction des abeilles, c'est dû au capitalisme. Le capitalisme, c'est Monsanto, c'est le profit, et donc, à terme, c'est la destruction des abeilles. Alors, il y a quelques années, je faisais de la politique, et le problème de la destruction des abeilles était un vrai problème, puisqu'il y avait une intoxication générale des viviers d'abeilles, des essaims, des ruches, etc. Et étaient éminemment coupables les produits phytosanitaires, en particulier les produits de Monsanto, Roundup, en particulier qui, on le savait parfaitement, causaient la destruction des cheptels d'abeilles. Je ne sais pas si on dit cheptel pour les abeilles, mais enfin je pense que oui. Et donc, à ce moment-là, j'étais donc en Haute-Garonne à cette époque-là, et je me suis intéressé à la politique, j'ai fait un peu de politique, et j'ai rencontré une jeune militante qui a rejoint ma liste d'ailleurs, et qui venait de la gauche, et qui était très préoccupée par le sort des abeilles, et qui voulait absolument faire un chemin en politique et faire quelque chose du point de vue politique, et proposer des mesures en Europe, au niveau français, qui puissent protéger les abeilles. Dans le même temps, du fait de la destruction des abeilles partout dans le monde, le prix du miel augmentait vertigineusement. Et aujourd'hui, il est toujours très élevé. Que s'est-il passé instantanément, pratiquement instantanément? C'est que des tas de gens se sont intéressés à faire du miel pour faire de l'argent. Et notamment dans mon village, il y avait un garçon, dentiste de son état, enfin prothésiste dentaire pour être plus précis, qui est un bon ami d'ailleurs. Et ce garçon, il s'est dit, quand on voit le prix du miel, moi je peux facilement installer des ruches un peu partout, je vais faire du miel et ça me rapportera un peu plus d'argent que mon métier de prothésiste, qui par ailleurs, je vais peut-être le lâcher parce que je commence à m'intoxiquer et j'ai des problèmes de santé, donc je crois que je vais me lancer dans le miel. Et il s'est lancé dans le miel. Et comme lui, des milliers et des milliers de gens se sont lancés dans le miel en France, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en Suisse, en Espagne. Et donc, dans la réalité, j'avais d'un côté cette jeune militante, enfin jeune, elle avait une trentaine, pas tout à fait une trentaine d'années, qui souhaitait des mesures politiques, qui prendraient un temps absolument infini, qui amènerait des discussions interminables, qui n'amèneraient probablement à rien d'autre qu'à des cocktails, des petits fours, des réunions, du blabla politique pendant des années, avec une mesure peut-être éventuellement au bout de 10 ou 15 ans, quand ce serait bien trop tard, qui coûterait une fortune aux gens, évidemment, en impôts, en taxes, etc., et qui probablement taperait à côté de la plaque, parce que c'est l'usage dans le monde politique de prendre des mesures qui arrivent trop tard et tapent à côté de la plaque. À côté de ça, la réalité, c'est que les abeilles sont, au jour le jour, sauvées par des gens qui font du miel, parce que ce qui les intéresse, éventuellement, c'est de sauver des abeilles, c'est aussi ce qu'ils disent, on a besoin de le dire pour leur discours, mais c'est surtout parce qu'ils font de l'argent avec. Le profit sauve les abeilles. Donc vous avez d'un côté le profit de Monsanto qui détruit les abeilles, sans doute, encore que c'est pas très judicieux de leur part, parce que si vous voulez vraiment être populaire, et je pense qu'ils sont en train de... Il y a eu quand même de grands échecs retentissants chez Monsanto, je pense qu'ils sont en train... Ils ont été rachetés, d'ailleurs, si j'ai bien compris, par Bayer. Et donc, s'ils veulent redevenir populaires et revendre leurs produits, il va falloir qu'ils épousent la cause du public. Donc, tôt ou tard, il va falloir qu'ils reviennent sur la composition de leurs produits. Enfin, de toute façon, ils appartiennent à l'ancien temps où on produisait de l'industrie chimique, produisait toutes sortes de produits pour régler ces problèmes phytosanitaires. Ça n'est plus la solution, on le sait très bien. Donc ils ont un temps de retard. Bon, c'est parce qu'ils ont des normes hyperstructures qui les obligent, il faut amortir, etc. Bon. Donc c'est l'arrière-garde, si vous voulez. Mais il est évident qu'ils vont être obligés d'épouser l'avis du public. Mais on peut dire que dans une certaine mesure, autant l'administration peut être lente et les politiques aussi, autant le monde capitaliste peut être lent également, beaucoup moins, mais il peut l'être aussi. Et Monsanto peut continuer à polluer encore aujourd'hui, alors que ça fait déjà 30 ou 40 ans qu'on sait que le Roundup est un problème. Ça fait très longtemps, moi, quand je faisais des maraîchers, enfin j'avais des champs de courgettes, bon, on utilisait des produits, on savait très bien qu'il fallait essayer d'éviter d'utiliser ces saloperies. Déjà à l'époque, on disait Roundup, c'était catastrophique pour la nature. Bon, donc ça remonte pas à hier.
Là, je vous parle de ça, c'était les années 90. 30 ans donc. Hein. Donc au moins j'étais pas le premier à le dire. Hein. Loin s'en faut, j'arrivais tard sur l'histoire. Bon. Donc, d'un côté, vous avez un capitalisme qui a fait la catastrophe naturelle que nous savons, mais d'un autre côté, c'est aussi le profit, et je pense que c'est exclusivement le profit qui sauvera la planète. Et je vais vous le démontrer d'ici quelques années, parce que je suis en train de développer une solution qui s'appuie sur l'intérêt du particulier, le profit du particulier, de tous les citoyens de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez à entrevoir l'idée. Si les individus sont intéressés personnellement à faire quelque chose pour la planète, ça va changer totalement la donne. Plutôt que de payer, de leur demander de l'impôt et de payer des organismes intergouvernementaux pour, soi-disant, régler le problème, ce qu'ils ne font jamais, puisque vous savez que les politiques, vous leur donnez 100 €, il y a à la rigueur peut-être 50 centimes qui sont versés pour la cause. Tout le reste est détruit en parlotte, en paperasse, en perte de temps, en débat, etc. Et puis en réunion mondaine, en sommet du G7, du G8, du G32, du G52 et de Kyoto, etc. Vous savez tout ça, ça ne sert à rien. C'est de l'argent qui est détruit. Et puis en traitement de politiciens et en salaire de fonctionnaires. C'est énorme, mais vous n'imaginez pas ce que c'est. Quand vous allez à un sommet quelconque, vous avez un congrès international, ce sont mais pas 3 ou 4 personnes qui y vont pour représenter la France, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes. Au sommet de Kyoto, vous aviez des dizaines, voire des centaines de personnes, on ne sait pas parce que c'est l'opacité totale, mais des centaines de gens prennent l'avion et ils passent 15 jours, 20 jours, font les boîtes de nuit, passent un temps incroyable, sur place, restent plus longtemps que les autres délégations, parce que les Français sont très forts aussi pour s'incruster dans les trucs internationaux, et ils sont très forts auprès du buffet aussi, ils sont très connus pour ça, ils se font une place. Tous les diplomates anglais, italiens, allemands, ils se marrent, ils savent parce que les piliers des gros buffets, c'est les Français. Ils sont très très forts pour piquer tout ce qu'il y a à bouffer. Enfin, ils passent un temps fou, c'est un argent phénoménal. On paye ces gens pour aller des sommets et il n'en ressort rien ou pratiquement rien. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Tout ça, vous le payez. Tout cet argent manque à la résolution des véritables problèmes. Si on mettait tout l'argent consacré au baratin mondial sur l'écologie, dans l'écologie, les problèmes écologiques seraient réglés, mais en 5 semaines. Je vous le garantis, ce serait réglé très très vite. Les solutions, elles existent toutes. Toutes aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. On peut régler tous les problèmes écologiques connus aujourd'hui. Je vous garantis qu'ils seraient réglés en un rien de temps. Et tout cet argent devrait être confié à des entrepreneurs, à des gens qui font les choses sur le terrain. Donc, à côté de cet argent Monsanto, ce capitalisme Monsanto, vous avez le capitalisme de base, qui lui, au contraire, est très vertueux, puisque, de facto, les cheptels d'abeilles sont sauvés par des petits apiculteurs. D'accord? Donc ça, c'est une évidence à bien intégrer. S'il n'y a pas de profit, les gens ne font rien. Qui sauve les abeilles aujourd'hui? C'est pas les gouvernements, c'est pas des mesures de l'Europe, c'est complètement à la marge. Ce sont des gens qui font du miel. Ça, c'est la réalité. Vous pouvez prendre la même chose. Qui aujourd'hui sauve le cheptel d'animaux dans les forêts? Ce sont les chasseurs. Alors là, je vais faire hurler la moitié de la planète. Mon Dieu, les chasseurs, ils tuent des bêtes. Mais qui va nourrir les animaux en forêt? C'est pas vous. C'est pas vous. Vous ne faites rien. Vous dites, moi, je veux défendre les animaux. Vous ne faites rien. Vous n'êtes jamais allé nourrir des chevreuils, des cerfs et des biches dans les forêts. Jamais. Qui le fait? Ce sont les chasseurs. Parce que les chasseurs, ils veulent avoir toujours suffisamment de gibier à chasser. Évidemment, il y a aussi des organisations, pas seulement des chasseurs, il y a aussi des communes qui, éventuellement, et puis l'ONF, etc. Il y a des organisations qui le font un peu. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a une présence humaine, ces chasseurs, et un certain nombre de gens, de métiers autour de ça, qui sont intéressés à la vie de la forêt, qui sont intéressés personnellement, et qui donc font les choses. Vous n'obtenez de choses que s'il y a un intérêt personnel. Ce ne sont pas les États, ce ne sont pas les politiques qui peuvent faire les choses pour vous, c'est si vous êtes intéressé que les choses se passeront. Ça, c'est une chose à comprendre. Ne comptez pas sur les politiques, ne comptez jamais ni sur les politiques ni sur l'administratif. Ne comptez pas sur l'éducation nationale pour instruire vos enfants. Si vous croyez ça, vous allez dans le mur. Ça ne marchera jamais. Ce sont des gens incapables de le faire, inaptes, non formés, incompétents. Et alors maintenant, je passe à l'histoire de l'instruction, parce que vous allez comprendre où je veux en venir. Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des enfants qui sortent avec le bac et vont directement au chômage, ou dans des facs surbondées, c'est la même chose, des facs surbondées qui les conduira vers rien du tout, avec à la fin des diplômes, parfois soi-disant prestigieux, mais ils se retrouvent laveurs de carreaux ou à faire du babysitting. Pourquoi? Parce qu'il y a une adéquation totale entre l'école et
l'intéressement des individus sur Terre, c'est-à-dire le marché du travail. Le marché. Le marché. Mot abominable, mot qui fait peur, parce que les gens confondent le marché spéculatif, le marché des hypercapitalistes, et le marché du travail, le marché de la demande au niveau des êtres humains. Le capitalisme de base, si vous voulez. Jadis, l'école produisait des gens qui, à terme, allaient apporter une plus-value à la société. Alors, les communistes, ils vous diront, oui, c'est horrible, l'école faisait des gens pour l'industrie, pour ceci, pour cela. Ils n'ont pas compris, là. Ils n'ont pas bien compris. Oui, au XIXe siècle, il y a eu, avec l'avènement des bourgeois qui ont pris le pouvoir en 1789-1793, avec la Révolution française, c'est l'avènement de la bourgeoisie et de l'argent. Donc, à partir de là, oui, effectivement, on a instrumentalisé l'école dans des vues économiques et politiques. Politico-économique. C'est une réalité, c'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est ça la réalité. Auparavant, ça n'existait pas. Il y avait une relation naturelle entre l'école et le monde, la société civile et la réalité. Et donc, on formait des gens dans un double esprit qui était d'une part un esprit universaliste pour que l'enfant comprenne ou soit en mesure de comprendre l'intégralité du monde dans lequel il était, y compris à l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'on a pu faire des Bougainville, ou des Suffren, ou des Bussy, ou des Cartier. Et en même temps, des gens avec des savoirs suffisamment spécifiques qui pourraient constituer des métiers. Précision du métier. Universalisme d'un côté, et précision de l'autre. Donc, avant, dans l'Ancien Régime, il y avait une adéquation qui a montré beaucoup de sérieux et qui permettait aux individus d'aller, d'évoluer dans une société qui, grâce à eux, prospérait. On est passé à une société d'après Ancien Régime, si je puis dire, ou de nouveau régime, société démocratique, révolutionnaire, où c'est l'argent qui a dominé. Et du reste, c'est pour ça, pour que l'argent règne, il fallait la révolution, et donc supprimer le privilège des gens, ce qu'on appelle en particulier les corporations. On a cassé le peuple, on a cassé les corporations, le droit de se réunir, le droit de faire des corporations, c'est-à-dire des sortes de syndicats en mieux des métiers. On a brisé le tissu populaire et on a amené la loi du marché capitaliste, spéculatif, et non plus simplement la loi du marché quotidien, le marché comme vous allez au marché, si vous voulez, une relation naturelle. S'il y a beaucoup de gens pour demander de la carotte, le prix de la carotte augmente, et donc ça va inciter à planter plus de carottes. Vous comprenez, tout ça c'est extrêmement simple. Bon. Eh bien, il y avait un droit, autrefois Marion Sigaud vous l'explique très bien, il y avait sur les marchés de France, jadis, un droit prioritaire aux populations, et les gros marchands n'avaient le droit d'acheter qu'à la fin de la journée sur les stocks qui restaient, après que les gens aient fait leurs courses. Avec la Révolution, ceci est aboli, les marchands ont le droit de venir sur les marchés et de tout saisir et de spéculer. Ça, c'est la Révolution française qui a mis ça. Bon. Donc, effectivement, l'école est devenue un instrument de contrôle économico-politique ou politico-économique. On a fait d'une part des bons petits citoyens bien anti-monarchistes et bien républicains, prêts à aller se faire crever la panse contre les Prussiens, contre les Anglais, contre ceci, contre cela, contre l'Autrichien. On a déclaré des guerres parce qu'on avait cette puissance formidable de la conscription obligatoire. Les gens étaient conscrits, c'est-à-dire qu'ils étaient enrôlés dans l'armée de force. C'était nouveau, ça n'existait pas autrefois. Enrôlés dans l'armée, donc ça faisait une masse de population gigantesque. Et avec ça, eh bien, les révolutionnaires se sont dit, avec ça, on va conquérir l'univers. Bonaparte a un très bon exemple de ça. Avec cette prodigieuse puissance de la population arrachée à ses terres, à son travail, à ses métiers, on en a fait des soldats, ça a été la boucherie bien sûr, on allait conquérir l'Europe, et puis évidemment l'Europe a fini par faire pareil, et donc ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire un énorme massacre. Bon. Donc effectivement, l'école a formé des gens pour ça. On a formé des petits Français à haïr les Allemands parce qu'ils nous avaient pris l'Alsace-Lorraine. On a haï les Français, on a appris aux petits Français à être de bons petits citoyens qui votent comme il faut, etc. Bon, ça c'est l'école. Et effectivement, d'un autre côté, comme les bourgeois étaient puissants, eh bien on a formé également des écoliers à être de bons serviteurs de la machine économique. Il faut quand même démêler dans le lot. Il y a eu d'excellentes écoles quand même, et il y a eu une très très bonne école de la République quand même d'un certain bon niveau. D'abord, elle héritait de l'Ancien Régime, donc elle héritait d'un certain nombre de vertus, était capable de faire encore des gens assez haut niveau. Et il y a eu tout de même une juste formation d'un certain nombre, dans un certain nombre d'écoles et d'un certain nombre d'écoliers par rapport aux besoins de l'ancien temps. Effectivement, l'école correspond à des besoins du 19e siècle, et ça a marché à peu près. Quoique, déjà, c'était quand même
politiquement et économiquement très orientés. Mais les postulats de l'école révolutionnaire étaient tels qu'ils allaient vers une déconfiture, puisqu'ils allaient vers... Déjà, on choisissait qu'il y avait une orientation économique et politique, donc on désignait, c'était la convention, dès le départ, imprime une idéologie sur l'école, ce qui n'existait pas auparavant. Il n'y avait pas d'idéologie nationale sur l'école. D'ailleurs, il n'y avait pas même l'idée de nation. Le nationalisme, ça naît avec la Révolution. Donc, les révolutionnaires se disent, désormais, tous les enfants devront être formatés, devront être inculqués selon des règles révolutionnaires. Donc, c'est assez récent. Donc, quand on nous dit, oui, l'école autrefois formait les gens en but de faire de l'industrie, il faisait aussi beaucoup de fonctionnaires. Il ne faut quand même pas oublier qu'avec la Révolution, c'est aussi beaucoup de gens dans la fonction publique. Donc, ils faisaient, oui, certes, ils ont fourni à l'industrie, et aussi, ils ont fourni aussi à la fonction publique et à un certain nombre d'activités qui n'étaient pas forcément la demande essentielle, mais ceci n'a pas toujours été vrai. Donc, il y avait auparavant, dans l'Ancien Régime, quelque chose qui était davantage en adéquation avec les besoins du monde ancien, du monde tel qu'il était autrefois. S'il y a eu une civilisation qui a été aussi brillante au cours des siècles précédents, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient formés et dont on avait besoin. On avait besoin de tailleurs de pierre, on avait besoin d'architectes, on avait besoin d'enseignants, on avait besoin d'arpenteurs, on avait besoin d'avocats. On produisait en fonction d'une demande. Donc l'école produisait en fonction d'une demande. Il y avait à former des gens. Mais l'école ne formait pas de manière hyper spécialisée. Elle ne voulait pas, et elle savait jadis qu'il ne fallait pas former les individus de manière hyper spécialisée, parce que si vous faites un individu hyper spécialisé, vous obtenez des hyper spécialistes qui n'ont pas une vision globale des choses, une vision holistique des choses, si vous voulez. Donc je prends toujours l'exemple du gars, le spécialiste du genou droit. Le genou droit, il le connaît parfaitement, il sait exactement comment faire, comment le guérir. Seulement, ce qu'il ne sait pas, c'est que tout ce qu'il fait est en train de bousiller le cerveau. Ça, il ne le sait pas parce qu'il est hyper spécialisé dans le genou. Vous comprenez le problème, ça existe en médecine, c'est très prégnant. Mais on a ça aussi en agriculture, on a partout des gens qui sont hyper spécialistes de la courgette bien formatée, d'accord, et donc ils vont vous obtenir une courgette extraordinaire, de la bonne taille, de la bonne dimension, ça rentre pile poil dans la cagette, d'accord, et puis il sait combien il va en mettre, et donc il a calculé le nombre de courgettes par cagette et combien de cagettes par camion, etc., et donc il fait un bénéfice maximal. Oui, mais le problème, c'est qu'il est en train de bousiller complètement la terre, etc., etc., avec ces produits phytosanitaires qui permettent de calibrer ces trucs, sa courgette. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas des enfants qui ont suffisamment une vision globale des choses et en même temps qui arrivent sur le marché du travail en connaissant quelque chose et qui soient capables de prendre un métier, si vous n'avez pas ça, vous avez ce qu'on a aujourd'hui. Une école qui refuse impérativement qu'il y ait une adéquation entre l'école et le monde du travail parce que l'école est profondément socialisée, très socialiste. On ne veut surtout pas entendre parler de capital parce que le capitalisme, c'est Monsanto. Pour eux, l'argent, c'est sale, c'est pas bien. Or, c'est le profit individuel qui a fait les civilisations. C'est pas l'administration. C'est pas l'éducation nationale qui a fait les grands hommes cultivés. Ce sont des intérêts particuliers ou, dans des cas exceptionnels, des congrégations, des gens qui ont fait parce qu'ils souhaitaient le bien général. Mais encore, il faut bien dire que les congrégations étaient intéressées parce que le salut des âmes les intéressait. Les congrégations, les religieux qui ont formé des enfants à perte, c'est-à-dire en travaillant par ailleurs, en gagnant de l'argent par ailleurs, en développant des monastères, etc., et des grandes propriétés exploitées convenablement, avec un équilibre financier, cela permettait de financer des écoles. Pourquoi ? Parce que pour les religieux de l'époque, le salut des âmes les intéressait au premier chapitre. Parce que s'ils ne sauvaient pas les âmes, ils se retrouvaient en enfer. Ils ne faisaient pas, s'ils ne faisaient pas ce qu'il faut, eh bien, ils finissaient mal. Donc ils étaient intéressés personnellement à leur propre salut en faisant du bien. Bon, c'est un peu spécifique. Mais en dehors de ceci qui est la pointe émergée de l'iceberg, si vous voulez, c'est l'ensemble de la civilisation, c'est un ensemble d'intérêts. Ce qui marche, c'est l'intérêt personnel. Ensuite, il faut bien sûr que cet intérêt personnel soit orienté par une morale, par une organisation, des plans, un contrôle. Il n'y a pas des situations de monopole, etc., tout ce qu'on connaît, si vous voulez. Et une orientation générale qui soit bénéfique. Donc, l'intérêt personnel est un moteur à bien connaître. Or, il est totalement évacué de l'école. Aujourd'hui, l'école produit des gens dont on ne veut surtout pas qu'ils soient de futurs capitalistes. On les coupe des réalités, des métiers.
Et en même temps, on ne leur donne plus cette espèce d'esprit universel qui faisait le gentilhomme du XVIIe siècle. C'est-à-dire cet individu qui a une vision générale des choses, qui fait que, même s'il est spécialisé un jour dans un métier, et il est prêt pour ça parce que l'école lui a donné suffisamment d'éléments pour pouvoir apprendre plus tard ce métier, il n'a plus cette vision globale, générale, holistique, si vous préférez, c'est un mot à la mode, des choses. Et donc il n'a plus cette capacité à apporter un élément moral ultime au moment où c'est nécessaire dans sa spécialisation. Comment ça fonctionnait autrefois? Vous aviez donc cette école qui vous apportait ces éléments de matière universelle, puis vous entriez dans un métier où vous étiez spécialisé, et à côté de ça, vous aviez la lecture ou des activités qui vous permettaient d'alimenter autre chose que simplement votre propre travail. Donc vous aviez des gens qui étaient d'excellents, prenons toujours l'image du médecin, un excellent chirurgien, bon c'est un excellent chirurgien de la main, donc il sait comment opérer la main, eh bien il lisait la vie des grands musiciens, la vie des civilisations antiques, etc. Ce qui lui permettait qu'à un moment donné dans son travail, de comprendre que certes c'est très très bien de savoir la main, mais il faut quand même comprendre le bras, il faut comprendre l'individu dans son intégralité, il faut comprendre d'où il vient, où il va, que va-t-il faire de sa main, à quoi elle lui sert, qu'a-t-il fait avec. Vous voyez, tout ça c'est une vision plus globale qui lui fait reculer sur son sujet. Donc nous avons intérêt à développer chez l'enfant une vision à la fois globale, des choses universelles, donc il faut qu'il apprenne de tout, il faut qu'il apprenne de beaucoup de choses en tout cas, et en même temps on va le conduire vers des choses plus spécialisées. Ne négligez pas les dimensions généralistes, générales, universelles, et ne négligez pas non plus la possibilité d'aller vers une spécialisation. Si vous coupez l'un ou l'autre, c'est cuit. Donc l'école, elle est dans une vision aujourd'hui qui est donc coupée du marché, volontairement, délibérément, parce que le marché c'est le profit, et le profit c'est le capital, c'est Monsanto, donc c'est abominable, on n'en veut surtout pas. Et en même temps, elle ne délivre plus une vision universelle. La vision qu'elle donne à l'individu, ce qu'elle donne à l'individu, c'est de fausses valeurs, des valeurs inversées. Enfin, je n'ai pas besoin de faire une vidéo sur le sujet, vous le savez parfaitement. C'est une vision inversée, c'est l'homme moderne aujourd'hui qui se regarde, qui s'auto-contemple avec de fausses valeurs et bourré d'opinions, sans aucune espèce de pratique, sans aucune capacité à réellement communiquer avec tous ceux qui les entourent, focalisé sur un mode de pensée, politiquement correct, et bien sûr incapable d'aborder des métiers. Donc on a des tas de gens qui arrivent à 18-19 ans qui sont totalement incapables d'aborder un métier, non seulement parce qu'ils ne sont pas capables d'apprendre, ils ne sont pas en mesure d'apprendre un métier, mais en plus parce qu'ils n'ont pas de vision universelle des choses. Bon. Je reviens donc à mon propos premier, les abeilles et le capitalisme. À l'école, nous devons, enfin dans l'enseignement, en instruction, il est nécessaire dès le départ, enfin quand je dis dès le départ, c'est à partir de, disons, 9-10 ans de l'enfant. Il faut commencer déjà à l'intéresser à des métiers qu'il pourrait faire plus tard. Et des métiers, alors évitons s'il vous plaît d'aller sur les grands métiers classiques dont j'ai suffisamment parlé. Tous ces métiers pour lesquels vous avez une fac ou une grande école, vous les oubliez. D'accord? Parce que là, vous aurez une quantité de gens, donc ce sera bouché, il y aura la concurrence, il sera donc mal payé, il aura probablement du mal à trouver du travail, et en plus, il sera dans un truc qui est vieux. Parce que s'il y a une école qui a été créée pour ça, si cette école a moins de 10 ans, c'est un vieux truc, tout ce qui est fac, c'est des vieux trucs, c'est des vieux métiers qui ne marchent plus, qui n'intéressent pas, et qui vous amènent à des salaires bas, voire au chômage. Donc, vous oubliez tout ça. À chaque fois que vous avez pour un métier une fac, vous évitez d'envoyer l'enfant. D'accord? Ça n'a aucun intérêt pour vous. Vous allez perdre votre temps, vous allez vous casser la tête pour obtenir le bac et des diplômes, etc., pour entrer dans un truc qui est archi-bouché, ennuyeux, où il y a une foule de gens, il y aura des bagarres, etc. L'enfant va y perdre son âme. La fac n'est pas l'endroit où il faut aller aujourd'hui. Bon. En revanche, vous allez, à partir des 9-10 ans de l'enfant, vous intéresser à ce qui existe dans le monde en fait de nouveaux métiers. Depuis 10 ans, je répète tout le temps, vous l'avez déjà entendu, depuis 10 ans, le nombre de métiers a été multiplié par plus de 2. Ce qui veut dire que la moitié des métiers aujourd'hui n'existaient pas il y a plus de 10 ans. Donc pour tous ces métiers-là, il n'y a pas d'école. Les formations sont dans le métier, dans l'entreprise, dans l'organisation, dans l'association si vous voulez, parce qu'il y a des métiers aussi dans les associations, les organisations. Visez plutôt les entreprises quand même, essayez quand même de viser plutôt les entreprises. Par exemple, un garçon qui aime beaucoup le bois et l'ambiance du bois, couper du bois, s'occuper du bois et des arbres, etc. Incitez-le
à s'intéresser aux entreprises autour de ça plutôt qu'à l'ONF, parce que l'ONF c'est une administration et que vous allez avoir des aberrations et pour finir la destruction du patrimoine forestier. Donc envoyez-le plutôt vers les entreprises qui, elles ont besoin de gagner des sous, donc il faut que l'arbre survive. On coupe du bois, certes, mais il faut en replanter, il faut qu'on maintienne son cheptel. Exactement comme le renard ne chasse jamais sur ses propres terres. Il va chasser en dehors et il maintient un vivier de lapro, de lapin et de lapin de Garenne ou de lièvre sur son territoire, y compris dans son propre terrier. Bon. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur les chasseurs tout à l'heure. Les chasseurs, c'est eux qui sauvent les animaux, qui entretiennent une bonne part du vivier des animaux dans les forêts parce qu'ils sont intéressés directement à ça et que personne ne le fera à leur place. Donc, emmenez les enfants vers des métiers qui existent avec des entreprises qui sont profitables et qui sont intéressantes. Et il y a plein de choses. Alors, si vous commencez par là, il y a plein de choses à faire alors que la fac, c'est extrêmement limité. Vous êtes obligé de passer par des tas de contingences. Bon, j'arrête avec ça. Réflexion suivante que me fait une jeune à l'instant. Elle me dit, bah oui, mais aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont même pas envie de travailler à l'école, ils n'ont pas envie d'apprendre, ils n'ont pas envie d'apprendre même à lire, écrire et compter, ça n'intéresse pas, il leur suffit d'avoir 2 bras et puis ils trouvent un métier très facilement. Bon, alors s'ils en sont là, c'est d'abord parce que l'école a détruit leur envie d'apprendre déjà, que l'école ne leur donne aucun goût des métiers. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits depuis 30 ans, plus ou moins en France, c'est extrêmement difficile, parce qu'il y a un vieux fonds toujours qui est là, anti-entreprise. Il y a un très vieux fonds anti-entreprise. Méfiez-vous-en énormément, parce que ça vous conduit à quoi? Ça vous conduit à cette catastrophe sociale que nous avons, aux gilets jaunes, etc. On est tellement mal, il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent, donc on en arrive là. Ça, c'est le résultat de l'école, en très grande partie. Donc on arrive à cette catastrophe sociale. Donc, à ce jeune, vous répondez, qui dit « je ne veux pas ni apprendre, ni à lire, ni écrire, ni compter », bah, c'est très simple. Tu ne sais pas compter? Très bien, tu vas te rencontrer un patron un jour qui te dit « moi, je te paye 30 centimes de l'heure. Tiens, je te fais un contrat. Si tu ne sais pas compter, tu vas dire oui, hein, tu es très content, tu as trouvé du travail. » Bon, d'accord? Donc, il faut savoir compter. Il faut savoir aussi vérifier que sa fiche de paye, elle a été bien calculée. Il faut savoir compter. Un contrat, hein, je n'ai pas besoin de savoir lire. Tu ne sais pas lire, bah, c'est très bien. Donc je prévois dans le contrat dans lequel je mets que éventuellement bah, tu pourras me porter mes valises et m'emmener être mon chauffeur pour aller à Deauville. Et puis éventuellement, bah, je te demanderai d'aller chercher les cafés ici ou là. Bon, ok. Donc c'est prévu dans le contrat là. C'est marqué. Tu as signé un contrat que tu n'as pas su lire, ça c'est ton problème. Donc tu dois être mon semi-esclave. Oui, ça, donc il faut savoir lire, ça c'est la base. Et puis je suis navré de dire des choses pareilles parce que c'est quand même le b.a.-ba de la chose. Mais enfin, comme j'entends ce genre de réflexion et que je vois des jeunes mamans aujourd'hui me dire je suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'apprendre à lire, à écrire et compter, il faut quand même y répondre un petit peu, rapidement. Et puis écrire, bah oui, écrire. Parce que vous contestez, vous savez lire, vous contestez votre contrat. Bon, très bien, qu'est-ce que tu contestes? Alors qu'est-ce que tu veux mettre dans ton contrat? Dans ce cas-là, vous prenez votre stylo et puis vous retapez votre contrat et vous mettez les clauses qui vous intéressent. Bon. Donc ça c'est quand même le b.a.-ba. Si vous savez pas lire, écrire et compter, bah vous êtes foutu, tout simplement, vous serez ce que sont la majorité des analphabètes en ce monde, les esclaves d'un système dont vous dépendrez intégralement, évidemment. Donc il est indispensable de donner au moins ça, et davantage à chaque individu. Alors pourquoi davantage? Eh bien ça me conduit vers ce que je vous disais tout à l'heure et que je vais un peu approfondir maintenant, cette vision universelle de l'individu. Il faut avoir de la géographie, il faut avoir de l'histoire, il faut avoir toutes sortes d'éléments, il faut avoir des sciences naturelles, il faut avoir un peu d'astronomie, d'astrophysique, il faut avoir de la physique, physique-chimie, il faut en faire, c'est indispensable, absolument indispensable. Il faut avoir vu pas mal de choses comme ça. Il faut peut-être sans doute aussi avoir voyagé, et moi j'encourage les parents à emmener leurs enfants en voyage autour du monde, si possible, autant que possible, ou le tour de l'Europe, ou le tour du Canada si vous êtes au Canada, mais faites voir à votre enfant des choses, et pas seulement voir des choses depuis la voiture, de l'intérieur de la voiture, à travers la vitre. Il faut descendre, faire des étapes, et aller concrètement voir des choses, des parcs naturels, des entreprises, des organisations, des conseils municipaux, ce que vous voulez, mais que l'enfant voit, sorte de chez lui, se désenclave. C'est comme ça, avec tout cela, si vous voulez, à la fois toutes ces matières et suffisamment de vécu, qu'il aura une vision de ce que pourrait être sa vie d'une part, et d'autre part, il pourra aussi, dans son métier, à certains moments qui seront probablement des moments cruciaux, mais aussi au quotidien, avoir des recettes, des solutions qui auront une plus-value, qui présenteront une plus-value. Moi, personnellement, si je n'avais pas fait le parcours que j'ai fait, si je n'avais pas quand même fait beaucoup de métiers, et j'en ai fait beaucoup,
Si je m'étais pas planté plein de fois dans la vie, je serais pas redémarré sur de nouveaux métiers. Donc finalement c'est très bon, pourvu que ça serve à quelque chose. Mais si j'avais pas fait tout ça, je n'aurais pas aujourd'hui les activités que je suis en train de démarrer depuis quelques années et qui vont avoir un boom absolument énorme. Parce que maintenant je sais beaucoup de choses relativement à qu'est-ce qui est indispensable aujourd'hui sur Terre, qu'est-ce qui est vraiment très 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 important pour l'humanité aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai envie de faire sans perdre de temps, et alors que je n'ai pas besoin d'argent. J'ai tout le temps que je veux pour m'en occuper, à part le temps que je me consacre à l'école à la maison, qui me prend du temps, et à écrire des histoires pour les enfants, et à peindre, à dessiner, à faire 2-3 choses. Mais à part ça, et puis le sport, bon, enfin bref, il y a quand même des choses à faire dans la vie, mais à part ça, j'ai quand même du temps pour me consacrer à une grande cause. Et j'ai les moyens aujourd'hui de pouvoir me consacrer à une très grande chose. Et je veux viser directement ce qui est le plus important. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses qui m'ont nourri, qui me permettent d'aller droit au but, sans perdre du temps sur des choses subalternes. Et ça, c'est fantastique. Ça, je n'ai pu l'avoir que parce que j'ai vécu pas mal de choses, que j'ai lu pas mal de choses, que j'ai appris beaucoup de choses à l'école. Même avec de mauvais professeurs, j'ai pu apprendre des choses. Quand même. L'école a quand même, je crois jusqu'à mon époque, formé les gens à peu près. C'était assez médiocre dans l'ensemble, mais quand même, il y a eu des choses qui sont passées. Comparé à aujourd'hui, c'est l'Himalaya, évidemment, parce qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment plus rien, quoi. C'est vraiment, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et vous entendez des gens qui vous disent, oui, oui, c'est affreux, l'argent c'est abominable, il faudrait qu'il n'y en ait plus. Oui, les chasseurs, il faudrait tous les éliminer, la chasse à course c'est abominable. Ils ont tellement d'opinions de base, si vous voulez, c'est des raisonnements tellement basiques. C'est mentalement, c'est 7 ans. Quoi. Et encore, je ne suis pas sûr qu'à 7 ans, je pouvais être à ce niveau-là. Mais le niveau est tellement bas aujourd'hui, il y a tellement peu de culture, tellement peu de connaissances de choses, et tellement peu de raccordement à la réalité. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir en quoi est-ce que ces gens qui vous disent que ceci, cela est mauvais, qu'il faut supprimer, qu'il faut complètement changer, etc., en quoi est-ce que ces gens-là ont fait quelque chose pour le monde ?